Donc, micronutrition et obésité normopondérale, déterminants métaboliques, approche de prise en charge. Donc, cette conférence est organisée dans le cadre du Congrès international des sciences de la nutrition, qui aura lieu les 27 et 28 avril prochains sur Casablanca. Donc, pour celles et ceux qui sont intéressés, donc il s'agit d'une formation en micronutrition et prise en charge de la diabésité, obésité et diabète. Euh, donc, je vous en parlerai vers la fin de cette conférence. Donc, concernant notre conférence ici, nous avons donc affaire ici typiquement à une problématique qui est de plus en plus fréquente, comme on va le voir après dans les statistiques rapportées dans les études. L'obésité normopondérale peut être comprise comme étant une sorte de contradiction, du moins apparente ou superficielle. Donc le mot obésité et le mot normopondéral, ce sont du moins en apparence des oxymores, Euh, malgré que dans la réalité, dans les faits, on a réellement affaire à de l'obésité, ce que moi j'ai appelé dans une des études les troubles du spectre de l'obésité. Les troubles du spectre de l'obésité, puisqu'on parle ici de tout un spectre de troubles. Bon, très souvent, c'est des troubles métaboliques, en tout cas, même si c'est des troubles de l'humeur, par exemple, des troubles psychiques, ils ont aussi un fondement métabolique, à travers notamment, entre autres, les neurotransmetteurs. Donc, c'est ce qu'on va essayer de développer, de détailler un petit peu dans cette conférence. Donc, tout d'abord, petit rappel sur ce que l'on appelle un peu abusivement le poids. Donc, on dit le poids. Le poids. On parle ici, bien sûr, dans le cadre de cette conférence, du poids corporel. Donc, le poids du point de vue physique, ça correspond à ce que nous, on voit dans la balance, ça correspond à ce qu'on appelle la masse, donc qui est une grandeur physique qui se mesure euh, en unité de mesure donc que ce soit du gramme ou des dérivés du gramme, donc notamment pour le poids corporel, le kilogramme. Donc quand on dit le poids, c'est le produit de cette masse hein, et de la pesanteur, de la force de la pesanteur, de l'accélération de la gravité, on dit. Donc déjà, on utilise du point de vue terminologique ce mot poids de manière un peu abusive. Bon, mais on a compris, on n'a pas chipoté sur la terminologie, on a compris de quoi il s'agit. Donc la notion du poids, en ce qui est de l'obésité, c'est un critère un peu superficiel puisque s'il s'agit d'une personne obèse, on va le voir, n'est-ce pas? Donc bon, mis à part la personne qui a la limite des critères de l'IMC autour de 25, un peu plus, un peu moins. Là, ça peut être un peu difficile de distinguer ça à l'œil nu, mais concrètement, on peut distinguer quelqu'un qui est obèse, voire même qui est en surpoids un peu plus avancé vers les 28, 29 d'IMC, on peut le voir. Donc, c'est un critère qui est plutôt superficiel, d'accord? Et ce critère superficiel, il correspond au niveau de stockage de la masse organique dans l'organisme. Donc, cette masse organique, ici, on parle de ce qu'on peut stocker relativement facilement et ce pourquoi, en effet, donc, en termes de stockage ou de stockage de substrat énergétique, ce sont les graisses. Et donc, ces graisses-là se stockent dans des adipocytes bien particuliers qu'on appelle les adipocytes blancs qui produisent des substances pro-inflammatoires. On va le voir après, dans des cytokines pro-inflammatoires. Et donc, ce poids-là, vous comprenez déjà qu'il y a des dessous métaboliques au poids. C'est pas juste ce que vous voyez. Quelqu'un qui est obèse, OK, la conception classique depuis très longtemps, c'était de dire, OK, cette personne a un poids supérieur à la norme. Donc, par norme, ici, entre guillemets, mais il s'agit des critères de l'IMC. Donc, on devrait être, en fonction des normes, des références, si on prend la norme du CDC, on devrait être entre 18,5 jusqu'à 25
dedans. Donc, bon, là, c'est des critères qui sont très vagues et c'est plutôt des critères statistiques. Je ne dis pas que l'IMC ne sert à rien, c'est un critère intéressant, mais il a beaucoup de limites et c'est ce qu'on va essayer de développer ici. OK, donc le poids est un marqueur superficiel, ce qu'on appelle un marqueur anthropométrique qui permet voilà, de quantifier l'évaluation qualitative qu'on peut faire à l'œil nu. OK, donc le fait de vouloir moduler le poids, le diminuer entre autres, puisqu'on parle ici d'obésité, eh bien, ça correspond en fait à moduler les différents mécanismes métaboliques sous-jacents aux différentes fluctuations de masse corporelle. Donc, on parle très, on va dire, une notion très grand public, la balance anabolisme-catabolisme. Or, c'est beaucoup plus complexe que ça, puisque de toute façon, quand on a un anabolisme, on a toujours un catabolisme à côté et vice-versa. Donc, il n'y a pas de balance où on a un catabolisme qui diminue, un anabolisme qui augmente, ou l'inverse. Ça fonctionne, tout fonctionne ensemble. Bien sûr, il y a des modulations hormonales. Et d'ailleurs, les modulations hormonales, c'est un sujet de prédilection qu'on va aborder au cours du congrès d'avril dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est pas juste le poids qui est important pour l'obésité, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc tous les troubles du spectre de l'obésité, du spectre métabolique de l'obésité. D'accord? Donc, qu'est-ce que c'est dans ce cas, l'obésité normopondérale? Ben, c'est quelque chose qui est relativement connu parce que, je dis bien relativement connu, du point de vue, quand on regarde les études, il n'y a pas 36 000 livres qui en parlent, hein. C'est assez rare de parler d'obésité. Alors, on peut trouver des petits chapitres ou des petits sous-chapitres qui en parlent dans certains livres pour vulgariser, mais globalement, on connaît très bien l'obésité normopondérale, puisque vous allez voir les études après, c'est des études qui datent pas d'il y a 1 an ou 2 ans, hein. C'est des études qui sont quand même assez anciennes, qui datent du début des années 2000. OK? Donc, on parle ici de personnes qui sont obèses métaboliquement avec un poids normal. D'accord? Donc, décrit un phénomène où une personne présente un poids corporel normal. Normal, poids corporel en fonction donc des critères hein, de classification de l'IMC, hein, l'indice de masse corporelle, d'accord, le poids sur la taille au carré. Donc là, vous avez la limite classique de 19 ou 18,5 jusqu'à 25. Et quand on se situe dedans, hein, classiquement, on dit la personne n'est pas obèse, n'est pas en surpoids, n'a pas un excès pondéral. D'accord? Donc remarquez bien l'évolution de l'obésité ou de l'excès pondéral en général depuis longtemps. Il y a maintenant 40 ans, on considérait pas forcément l'obésité comme une vraie pathologie. Et d'ailleurs, durant les 20 dernières années, voire même les 30 dernières années, on a eu donc un discours voilà, de l'OMS, d'autres autorités nationales, etc., que l'obésité est une pathologie. D'accord? Pour celles et ceux qui s'en souviennent, donc depuis 25 ans, on va dire en moyenne, on a toujours ce discours, l'obésité est une pathologie, l'obésité est une pathologie, etc. Donc c'est un discours, c'est pas quelque chose de normal, c'est une pathologie, etc. Maintenant, c'est rentré un petit peu dans les normes que l'obésité est une vraie pathologie, et d'ailleurs on l'a associé à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. D'accord? Mais pour vous dire qu'il y a une certaine époque où on ne considérait pas forcément l'obésité comme une pathologie. Et maintenant, on a une autre tendance, c'est pas juste une tendance, c'est une tendance qui a un vrai fondement, que l'obésité est certes une pathologie, mais c'est une complexité de troubles métaboliques qui s'associent. Voilà, ça c'est depuis maintenant une quinzaine d'années à peu près où ça commence à émerger doucement. Donc ça émerge toujours dans la littérature scientifique. Et puis ensuite ça gagne donc
le domaine médical et puis après grand public. Voilà. Et puis là, on parle de plus en plus dans ce cadre-là, donc de l'obésité normopondérale comme étant donc des personnes qui présentent un certain nombre de troubles métaboliques qu'on trouve chez l'obèse et qui augmentent le risque cardiovasculaire et le risque de mortalité de la même façon, voire parfois même plus, ok, et qui n'ont pas d'excès de poids selon les critères de l'IMC. Alors ça, c'est juste des études que moi et d'autres collègues on a publiées, donc que j'ai publié avec mon équipe sur donc, différents aspects métaboliques de l'obésité. Et ça, c'est pour vous dire que c'est très, très différent on va dire, d'une fonction métabolique à l'autre. Et même sur ces études-là, on n'a pas suffisamment ici. Vous prenez là, c'est une dizaine d'études, une bonne douzaine d'études. On n'a pas traité l'ensemble ou la totalité des troubles métaboliques du spectre de l'obésité. C'est une partie uniquement. Donc, on voit bien qu'actuellement, on a des tonnes d'études. Les études sur l'obésité, ça se compte à l'appel, mais on a de plus en plus d'augmentation de la prévalence de l'obésité. Et encore, la prévalence de l'obésité qui est prise en compte ici, c'est celle qui est définie selon les critères de l'IMC. Donc, on néglige encore une autre partie qui est complètement inconnue, qui est celle de l'obésité normopondérale. Ça, c'est une étude aussi que j'ai publiée et qui récapitule justement ici l'ensemble des troubles du spectre de l'obésité. Là, vous avez on dira des cibles métaboliques. C'est des cibles métaboliques pour la prise en charge de l'obésité, mais c'est surtout, on va dire, aussi tous les troubles métaboliques qui sont à l'origine de ce qu'on appelle l'obésité et donc qui peuvent conduire à un excès de poids ou pas. C'est ça, en fait, la notion à comprendre, qui peuvent conduire à un excès de poids ou non. Ok. Et donc, dans cette étude, on associe bien aussi l'obésité à la résistance à l'insuline. Donc, en gros, au diabète, au prédiabète et même au pré-prédiabète. La période où on n'a pas encore ni de signes cliniques, ni de biomarqueurs donc perturbés du diabète, même les indices OMA et tout, mais où on a une augmentation de la production d'insuline. Donc tout ça, c'est le spectre des troubles de l'obésité. Euh, donc il y a différents grands facteurs de l'obésité. Et quand on dit ici facteurs, très souvent on a tendance à comprendre les facteurs comme étant des causes. Or ici, je les appelle facteurs, mais c'est à la fois des facteurs et aussi des conséquences, donc des causes et des conséquences à la fois. Donc, juste pour vous montrer un peu la complexité du système. Là, c'est les grands facteurs. Et dedans, il y a les sous-facteurs. Si vous prenez le facteur endocrinien, vous avez les différentes hormones dedans qui sont impliquées. Donc, les hormones thyroïdiennes, l'hormone de croissance, les hormones sexuelles, notamment entre autres l'œstrogène, l'insuline, les hormones de l'appétit et ainsi de suite. Donc, c'est pour chaque grand facteur, on a des sous-facteurs qui sont là-dedans. Donc, l'objectif ici, c'est pas maintenant de vous détailler tout ça, c'est juste pour vous montrer un peu la complexité de la chose. Donc, l'obésité, hein, au-delà du facteur donc anthropométrique, et même ici, vous avez donc le grand facteur anthropométrique. Dedans, il n'y a pas que le poids, il n'y a pas que l'IMC dedans. Vous avez un autre marqueur dont je parlerai tout à l'heure, donc qui est le rapport tour de taille, tour de hanche. Et celui-là, il est beaucoup plus pertinent que pour évaluer en tout cas l'obésité qui est l'obésité métabolique, l'obésité normopondérale. Ce facteur de tour de taille, tour de hanche est beaucoup mieux adapté que l'IMC. Donc là, on est vraiment sur les frontières, les limites de l'utilisation de l'IMC. Alors, qu'est-ce que c'est que l'obésité en général? Donc, l'obésité en général, eh ben,
c'est du point de vue métabolique, encore une fois, c'est donc une résistance à l'insuline. Et donc, si la personne n'a pas de diabète, n'est pas diabétique, n'est pas diagnostiqué diabétique, d'accord, non plus prédiabétique, on parle ici d'une hyperinsulinémie, puisque le premier facteur de compensation en cas de résistance à l'insuline, ici, est un concept employé pas pour désigner la pathologie, donc le diabète ou le prédiabète, mais comme concept utilisé pour désigner le trouble métabolique qui, à un moment donné, va se manifester sous forme de diabète type 2. D'accord? Donc là, je parle de résistance à l'insuline, c'est tout le spectre, voilà, de diminution de la réponse à l'insuline. Donc il y a toute une partie prédiabète, diabète, mais il y a aussi la partie avant, où la quantité d'insuline produite par cellules bêta du pancréas commence à augmenter. Donc, résistance à l'insuline, ça c'est un facteur important. Donc des troubles du spectre de l'obésité, les dyslipidémies, l'hypertension. Bon, là, on est typiquement autour, si on rajoute aussi la graisse viscérale, on est autour de ce qu'on appelle le syndrome métabolique, ce qu'on a appelé à un moment donné syndrome métabolique, mais moi je pense qu'à un moment donné, dans les années à venir, la définition même de l'obésité, la définition même du syndrome métabolique sera revisitée. Ça va forcément être modifié, puisqu'il y a un certain nombre d'évidences scientifiques, d'accumulation de preuves scientifiques qui fait que on va forcément soit inclure d'autres choses sous cette étiquette qu'on a appelée le syndrome métabolique, voilà, soit donner un autre nom, soit un autre concept, complètement un autre paradigme. Donc la dysbiose intestinale, par exemple, ça c'est quasiment systématique chez un obèse. Donc, en cas d'excès pondéral, on peut avoir une dysbiose intestinale, mais également chez l'obèse normopondéral aussi. Donc, manque de bactéries saprophytes et ou infection. Manque de bactéries saprophytes ici, vous avez soit les bactéries saprophytes classiques comme les bifidobacterium et les lactobacillus, et en même temps, vous avez aussi tout ce qui concerne, si vous voulez, la question des bactéries anti-obésogènes. Et ces bactéries anti-obésogènes sont plutôt euh, défavorisées dans un contexte de métabolique inflammatoire et un contexte soit d'excès pondéral, soit de troubles métaboliques liés à l'excès pondéral. Vous avez notamment Akkermansia mucinifila ou d'autres types de bactéries qui peuvent diminuer drastiquement dans le cas de l'obésité. Alors, il y a aussi les troubles de l'humeur aussi. C'est très, très impactant puisqu'en fait, lorsqu'on a affaire à de l'obésité ou aux troubles métaboliques liés à l'obésité, on va avoir aussi des troubles, des perturbations au niveau des neurotransmetteurs. Et donc là, on parle ici de dépression, de manque de sommeil également, aussi de sensibilité au stress, mais ça, c'est toujours lié avec le manque de sommeil et aussi la dépression, l'anxiété. Donc, en tout cas, les troubles de l'humeur en général, ce qui va être impacté, c'est surtout des neurotransmetteurs tels que des indolamines comme le sérotonine, mélatonine ou les catécholamines, dopamine, adrénaline, noradrénaline, le GABA, l'acetylcholine, un peu avec la mémoire aussi, très lié avec l'obésité. D'ailleurs, c'est ce qui explique en partie le lien Alzheimer, obésité ou démence en général et obésité. Alors, il y a aussi l'inflammation de bas grade, mais ça, c'est la caractéristique métabolique numéro un de l'obésité, puisqu'en fait, quand on a un excès de graisse stockée, donc un excès d'adipocytes blancs ou d'activité d'adipocytes blancs, on va avoir une production de cytokines pro-inflammatoires, on appelle les adipokines pro-inflammatoires. Et ces adipokines pro-inflammatoires vont maintenir un état d'inflammation constant, en fait. Un état d'inflammation constant qui n'est pas une inflammation extrêmement élevée, c'est pas de l'aigu, c'est même pas du subaigu,
mais c'est de l'inflammation, comme son nom l'indique, de bas grade, c'est-à-dire des CRP entre 3 et 10 typiquement pour les obèses et parfois, donc, voilà. Certaines situations, on peut trouver un peu moins que 3 chez des obèses, mais très souvent, c'est plutôt des personnes qui ont du surpoids. Mais là, déjà, une CRP supérieure à 1, c'est déjà de l'inflammation de bas grade. Vous voyez, donc ça, c'est une caractéristique fondamentale. Vous avez aussi autre chose donc, qui est beaucoup moins connue, donc la résistance à la leptine. Euh, Merci de ne plus écrire sur l'écran, s'il vous plaît, hein, parce que là, je dois encore chaque fois partager, départager l'écran et le repartager pour enlever ça. Euh, donc, résistance à la leptine. Donc, il y a tout ce qui concerne la résistance à la leptine, c'est-à-dire on mesure la leptinémie, hein, et là, la limite de la leptinémie, c'est autour de 50. Et quand on a une leptinémie supérieure à 50 ou éloignée, très éloignée, c'est pas juste 51, 52, très éloigné de 50, autour de 80, 90 ou même plus. Parfois, on peut avoir même des leptinémies à 200, et que la personne n'a pas forcément d'effet de satiété. C'est la leptine, c'est cette hormone de la satiété. D'accord? Donc, quand la leptine est très élevée dans le sang et que la personne n'a pas forcément de satiété qui va avec cette augmentation de la leptine, on parle ici de résistance à la leptine et c'est ce qui peut expliquer aussi donc l'augmentation d'appétit chez une partie des obèses, parce qu'il y en a d'autres qui ont aussi une autre configuration. Ça, c'est encore autre chose, c'est d'autres adaptations hormonales. Mais en tout cas, on a quand même cette résistance à la leptine qui peut être génétique, qui peut être d'origine génétique. Une mutation soit sur le gène qui code pour la leptine, soit sur le gène qui code pour le récepteur à la leptine, soit les deux. Et ça, c'est le côté génétique, mais le côté résistance aussi, c'est un peu comme ce qu'on a aussi avec la résistance à l'insuline, c'est-à-dire résistance à l'insuline, vous mangez trop de sucre pendant longtemps, et puis là, vous avez les gènes qui codent pour le récepteur à l'insuline qui vont se réprimer, le gène qui code pour le récepteur à l'insuline qui va se réprimer de plus en plus, et vous aurez de moins en moins d'expression de ce gène, donc de moins en moins de récepteurs, et donc plus de résistance à l'insuline. Et donc là, c'est la même chose. Donc la personne qui mange beaucoup, en très grande quantité, voilà, elle va surstimuler la leptine, la production de la leptine, qui à la base, alors, d'ailleurs, on la considère comme une cytokine pro-inflammatoire, hein, la leptine. C'est une adipokine pro-inflammatoire. À la base, c'est produit par l'intestin, par le grêle, l'intestin grêle. Mais quand on a un excès de tissu adipeux blanc, soit en excès de poids ou pas, hein, mais un excès de tissu adipeux blanc peut avoir des modifications de la composition corporelle qui font que on ait trop de graisse sans pour autant avoir trop de poids selon les critères de l'IMC. Dans ce cas-là, on va produire de la leptine à partir de ce tissu adipeux blanc. C'est pour ça qu'on considère que le tissu adipeux blanc, quand il est en excès, il devient une glande, une glande endocrine. Il fonctionne comme une glande endocrine, en produisant, bien entendu, euh, des, euh, des hormones type leptine, qui est une hormone, entre autres, hein, qui sont délétères. Qui sont délétères. La leptine n'est pas forcément délétère, mais elle est délétère quand il y en a trop et quand la personne ne répond pas à la leptine. Il y a les déséquilibres hormonaux et du système nerveux autonome, donc les déséquilibres hormonaux en général. Donc là, on a cité les plus importants, enfin les plus importants, il y en a d'autres qui sont aussi importants, mais ceux qui sont systématiquement liés avec des troubles du spectre de l'obésité, donc l'insuline, la leptine également. Et donc, il y en a d'autres, comme j'ai cité tout à l'heure, les hormones thyroïdiennes, le manque de T3, l'excès d'œstrogène, également le déficit en testostérone, le déficit en hormones de croissance. Euh, voilà, donc ça, c'est des... Il y a aussi des hormones de l'appétit, la leptine, mais il y a aussi d'autres, hein, il y a neuropeptide Y, il y a le PYY, il y a la gréline également, hormone de la faim, etc. Donc, tous ces hormones, quand elles sont perturbées, euh, conduire, elles vont conduire à des troubles métaboliques qui vont être en faveur
d'une ce qu'on appelle d'une obésité. Ça peut être normopondéral ou excès de poids. Vous avez compris maintenant que le poids en tant que tel est un critère facultatif dans ce qui est l'obésité. Alors, compulsion sucrée et sédentarité également. Compulsion sucrée, bon, c'est lié à l'insuline, c'est également lié à l'excès de graisse et aussi lié à l'inflammation et tout un tas d'autres choses en rapport notamment avec les neurotransmetteurs. Et la sédentarité, ben, c'est la sédentarité. Déjà, quelqu'un qui est sédentaire, c'est quelqu'un qui va forcément, hein, qui est sédentaire depuis un certain temps, hein, c'est pas juste depuis quelques semaines, mais qui est sédentaire depuis longtemps, sur le long terme, cette personne-là va forcément avoir du moins une partie des troubles métaboliques que je viens d'expliquer maintenant. OK? Alors, là, on arrive un peu aux chiffres, n'est-ce pas? Vous avez une étude qui date de 2008. Voilà, c'est une étude bon, qui est faite sur des Américains, mais c'est comme ça, on a ce qu'on a. Eux, au moins, ils ont fait cette étude sur leur population. Donc, dans cette étude-là, qu'est-ce que ça montre? Ah, ben, ça montre qu'en fait, vous avez parmi les adultes, donc les adultes, là, ils ont quantifié dans cette étude-là à partir de 20 ans, d'accord? On a à peu près, d'accord, des adultes qui sont à peu près un adulte sur quatre. Donc 23,5, c'est presque 25%, on va dire. Donc un adulte sur quatre, d'accord, qui a un poids normal, d'accord, et qui présente, ou du moins dans cette étude, parce que l'étude date, en fait, elle prend en compte les données de 1999 à 2004. Donc un adulte, un Américain adulte sur quatre présente des troubles métaboliques, d'accord, qui sont considérés comme des troubles métaboliques du spectre de l'obésité. Ce n'est pas un ou deux troubles métaboliques. Là, ce qu'ils veulent dire dans cette étude-là, c'est qu'un Américain adulte sur quatre est obèse avec un poids normal. OK? Alors, pour vous montrer aussi que le poids est un facteur assez limité aussi, du point de vue donc facteur anthropométrique sur lequel on se base très souvent pour déterminer qui est obèse et qui ne l'est pas. Vous avez là, dans cette même étude, donc à peu près 50%, un peu plus que 50% des adultes américains qui sont en surpoids et quelque chose comme 30, 31%, 32%, en tout cas le tiers à peu près, d'accord, des adultes obèses, d'accord, qui avaient ou qui étaient métaboliquement sains. D'accord. Ici, c'est selon les critères de l'IMC. D'accord? Donc, vous avez plus de la moitié de ceux qui sont en surpoids et à peu près le tiers de ceux qui sont obèses qui n'avaient pas de troubles métaboliques, qui n'avaient pas, on dirait ici, qui n'avaient pas encore de troubles métaboliques. Donc, c'est pour vous dire un peu que ces critères de l'IMC sont assez limités et limitants aussi dans la compréhension de ce que c'est que l'obésité et dans l'approche de prise en charge. C'est très limité. Voilà, donc il faut bien méditer ces chiffres. Donc le quart des sujets sains avec des sujets avec un poids considéré comme normal, comme sain sur un critère de l'IMC, sont atteints des troubles du spectre de l'obésité. Alors là, j'ai quand même minimisé l'importance de ce critère qui est le poids et l'IMC. Et là, je vais rééquilibrer un petit peu la balance parce que dans cette étude-là, qui a été faite déjà en 2015, d'accord, c'est une étude qui prend en compte l'évolution ou la progression sur 20 ans. Alors, ce n'est pas une étude expérimentale ici pour bien préciser et resituer un peu l'étude dans son contexte. C'est ce qu'on appelle une lettre à l'éditeur, mais qui exploite des données d'autres études, d'accord, et qui met des tableaux, qui fait des statistiques, voilà, pour dire, OK, ces personnes-là qui sont obèses ou qui sont en excès pondéral et dont le métabolisme fonctionne normalement, c'est-à-dire qui ne sont pas atteints de troubles du spectre de l'obésité, je disais tout à l'heure, pas encore,
D'accord? Donc, c'est cette catégorie-là, OK? Ces personnes-là, OK? Est-ce qu'on peut dire que, elles sont pas à risque, qu'elles sont pas à risque d'avoir ces troubles métaboliques? Voilà. Et donc, la réponse au niveau de cette étude, hein, ou de cette petite étude, il n'y en a pas beaucoup comme ça, mais c'est une étude intéressante ici, hein. Donc, la réponse, c'est que la progression naturelle d'un excès pondéral va vers les troubles du spectre de l'obésité. Voilà, donc, c'est pour vous montrer déjà à travers ces deux études-là que, un, on peut être à poids normal avec une bonne partie, voire la totalité des troubles métaboliques liés à l'obésité, ok, et donc des troubles du spectre de l'obésité. Et deux, on peut être avec un poids excessif tout en étant, du moins pour le moment, sain, métaboliquement sain, mais si ça continue, on aura de toutes les façons une progression vers des troubles du spectre de l'obésité. OK. Bon, là aussi, c'est une étude intéressante qui évoque cette méta-analyse. Alors, l'objet de cette méta-analyse, c'est pas de déterminer combien il y a d'obèses normopondérales chez les diabétiques. Chez les diabétiques à poids normal, euh, c'est c'est un autre, c'est-à-dire l'objet de l'étude est autre, mais déjà dans cette étude, on trouve dedans cette information. D'accord? Là, je vous ai mis 15 à 20%. Dans l'étude, on trouve 15%. Et il y a d'autres études qui évoquent jusqu'à 20%. D'accord? Donc, 15 à 20% des diabétiques type 2 on parle ici, hein, d'accord, pourraient être classifiés comme métaboliquement obèses. Déjà 15 à 20%. Déjà, pour que vous compreniez ici que si quelqu'un a juste un diabète type 2, une résistance à l'insuline, sans avoir tous les autres troubles métaboliques qu'on a vus, ben, on ne va pas le considérer comme obèse normopondérale, pour pas que vous vous disiez dans votre tête que dans ce cas, finalement, tous les diabétiques sont obèses normopondérales. Non, en fait, ils sont juste diabétiques. Mais l'accumulation de l'ensemble des troubles métaboliques autres que la résistance à l'insuline, qui vient se rajouter à la résistance à l'insuline, ben, ici, ça donne une orientation vers ce qu'on appelle l'obésité normopondérale. D'accord? Donc, c'est très important de comprendre ces différentes nuances, qu'on n'est pas juste ici en train de faire une addition de différentes pathologies, hein, pour dire, OK, il y a l'obésité avec excès de poids, il y a tous les diabétiques, puisqu'il y a de la résistance à l'insuline, hop, on les rajoute aussi. Non, c'est pas ça du tout. C'est un vrai problème métabolique qui associe différents troubles métaboliques. Et donc, parmi les diabétiques, on peut trouver 15 à 20% diabétiques type 2, 15 à 20%, d'accord, qui ont une obésité normopondérale. Chez qui, donc, bon, ça c'est relativement connu puisque les diabétiques type 2, c'est de la résistance à l'insuline qui devient tellement avancée que ça se voit dans les marqueurs et cliniquement. Donc, ces diabétiques-là, eh ben, on sait très bien que, ben, en général, ils n'ont pas, souvent, ils n'ont pas que le problème de la résistance à l'insuline. Il y a d'autres troubles métaboliques qui viennent se rajouter. Et parmi ces troubles métaboliques, ceux qui sont attribués à l'obésité. OK? Donc là, c'est une autre étude, il y en a plusieurs là, donc qui évalue en fait le risque, les risques classiques, complications classiques, cardiovasculaires, risque de mortalité, d'accord, et qui les compare en fait à l'obésité classique, l'obésité avec un excès pondéral versus l'obésité à poids normal. Et donc là, la conclusion de l'étude, c'est le même risque. Le même risque d'événements cardiovasculaires, le même risque de mortalité, le même risque d'autres complications. Donc, c'est pour ça qu'on dit obésité normopondérale. C'est pour ça qu'on considère que ces personnes-là sont obèses métaboliquement, parce que le risque est juste le même. La conséquence, c'est juste la même chose. OK? Alors, comment on reconnaît
comment on reconnaît une obésité normopondérale? Quels sont les moyens? Il y a beaucoup de moyens et ici, il n'y a pas, j'ai pas la possibilité de vous détailler tout, d'accord? Mais je vous ai mis voilà, des petits points. Il y a d'autres moyens aussi que j'ai pas abordés ici, mais en tout cas, ce sont ici les moyens les plus intéressants. Donc déjà, du point de vue graisse abdominale ou graisse viscérale. Je vous disais tout à l'heure, on peut très bien avoir un excès de graisse abdominale, de graisse viscérale. C'est pas la même chose, hein. Graisse abdominale, graisse viscérale, c'est pas la même chose. Graisse abdominale, c'est la graisse qui se trouve sur la partie de l'hypoderme, qui est juste en dessous donc de la peau au niveau de l'abdomen. Et la graisse viscérale, c'est vraiment la graisse qu'on trouve hein, entre les viscères et autour des viscères. Donc c'est plus profond, d'accord? Bon, la graisse, ici je vous mets graisse abdominale parce que c'est ça en fait pour le tour de taille, tour de hanche, c'est ça que ça mesure. Mais il est évident que si quelqu'un a plus de graisse abdominale, qu'il a forcément plus de graisse viscérale. En tout cas, il y a une corrélation assez forte entre la quantité de graisse viscérale et la quantité de graisse abdominale. Donc, le moyen le plus simple, qui est un moyen anthropométrique, c'est de mesurer le tour de taille et le tour de hanche et de faire le rapport entre les deux. Ça s'appelle le tour de taille, tour de hanche et maintenant c'est reconnu par l'OMS et ça a la même importance que l'IMC. Et dans les nouvelles études sur l'obésité, on a l'IMC et le tour de taille, parfois seul, parfois le rapport tour de taille, tour de hanche. OK, donc on a aussi le DEXA, un scanner en fait pour voilà, évaluer la quantité de graisse de tout l'organisme. Et puis l'IRM aussi, ça peut être utilisé dans ce sens. L'impédance-émétrie peut évaluer non pas la graisse abdominale, mais peut évaluer la quantité de graisse, toute proportion gardée par rapport à voilà, la fiabilité de la méthode, mais c'est une bonne méthode qui peut évaluer la quantité de graisse globale qu'on a dans l'organisme. Ça peut être complémentaire, si vous voulez, à une mesure comme le tour de taille, tour de hanche. Donc ça, c'est du point de vue estimation de la graisse abdominale, donc c'est très important. Et puis, il y a aussi les marqueurs d'inflammation. Parmi les marqueurs d'inflammation les plus utilisés, donc il y a la CRP ultrasensible, ça c'est un peu l'équivalent de l'IMC sur les marqueurs anthropométriques. Donc on a dans les marqueurs d'inflammation un marqueur extrêmement utilisé et tout le temps utilisé lorsqu'il s'agit par exemple d'études de référence sur l'obésité où on parle des implications métaboliques de l'obésité, ben on a la CRP ultrasensible. Sinon, vous avez la leptine aussi que j'ai placée ici parce que c'est un adipokine pro-inflammatoire. En tout cas, ça le devient, ça devient pro-inflammatoire chez l'obèse parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup trop, d'accord? Et surtout dans les cas de résistance à la leptine, c'est pas tout le monde, c'est pas tous les obèses qui vont avoir une résistance à la leptine. Soit les obèses avec un poids normal ou un poids excessif, c'est pas tout le monde qui va avoir une résistance à la leptine, mais ça fait partie des troubles du spectre de l'obésité aussi. Les marqueurs du glucose, ça c'est incontournable aussi. C'est incontournable. Les marqueurs du glucose. Alors maintenant, s'il s'agit d'un diabétique ou d'un pré-diabétique, bon, on sait qu'il a une résistance à l'insuline. C'est bon. Et donc c'est plié. On utilise des marqueurs classiques qu'on utilise, index OMA ou voilà, l'HP glyqué, etc. Mais quand la personne ne présente pas de diabète ni de prédiabète, selon les critères des marqueurs utilisés, d'accord, il y a la mesure de l'insulinémie à jeun, hein, ou encore plus fiable, donc le C-peptide à jeun, d'accord, chez les non-diabétiques. Et donc là, ça vous donne une idée sur le niveau de sensibilité à l'insuline, voire le niveau de résistance à l'insuline. S'il y a trop d'insuline, de ces peptides dans le sang, c'est-à-dire qu'il y a une surproduction d'insuline et que le pancréas arrive à suivre, qu'il arrive à suivre la demande sur l'insuline et qu'il arrive à en produire et qu'on n'a pas encore hein, produit suffisamment longtemps et suffisamment en quantité de l'insuline, d'accord, pour induire des altérations au niveau des biomarqueurs
et au niveau clinique, puisque la clinique vient un peu plus tardivement dans ces cas-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une résistance à l'insuline. Résistance à l'insuline, comme je vous disais ici, c'est un concept qu'on utilise ici pour expliquer, d'accord, une discordance, un manque d'affinité entre l'insuline et son récepteur. Soit parce qu'il y a moins de récepteurs à l'insuline, soit parce que le récepteur est altéré, soit pour différentes raisons, à cause d'inflammation ou autre. D'accord. Mais donc ici, on parle bien de résistance à l'insuline, même s'il n'y a pas de problème de diabète ni de prédiabète. Les marqueurs lipidiques également, triglycérides, cholestérol, cholestérol oxydé, pardon, donc le LDL cholestérol oxydé est un meilleur marqueur ici et il a beaucoup plus d'associations, donc puisque c'est le LDL cholestérol oxydé qui, malgré que ça reste un peu difficile à mesurer, est difficile à trouver comme biomarqueur, mais ça existe hein, parmi les analyses fonctionnelles, notamment les analyses du stress oxydatif. On trouve donc le LDL cholestérol oxydé, le LDL-OX, et celui-ci est beaucoup plus associé avec le risque cardiovasculaire que le LDL cholestérol classique, qui lui contient du cholestérol, bien sûr, dans le cadre d'une d'une inflammation, d'un risque cardiovasculaire élevé, d'une athérosclérose, etc. Voilà, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup de stress oxydatif dans le sang et qu'une partie de ce LDL cholestérol s'oxyde. Et dans ce cas, le LDL cholestérol classique aussi peut constituer aussi un marqueur de risque, un des marqueurs de risque cardiovasculaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut se concentrer que sur ça. Et sinon, alors, l'évaluation du style de vie au sens le plus large possible, donc les bilans d'activité physique. L'activité physique, c'est pas juste le sport, c'est ce que fait la personne au cours de la journée, comment qu'elle se comporte. D'accord? Donc, on peut avoir un sportif qui est sédentaire. On peut avoir un sportif qui est sédentaire, un sportif qui fait ses séances de sport. On est d'accord qu'un sportif ne passe pas 24 heures par jour à s'entraîner, n'est-ce pas? Donc, il fait ses séances 1 heure, 2 heures, 1 heure et demie, 45 minutes. D'accord? Et ça peut être plusieurs fois par semaine ou quelques fois par semaine ou tous les jours d'ailleurs, peu importe. D'accord? Mais dès qu'il revient à sa vie normale, à ses préoccupations journalières, ben, qu'est-ce qui va arriver? Il va se transformer en une personne sédentaire. Il ne prend pas les escaliers, il prend l'ascenseur, il prend la voiture à chaque fois, et voilà, il bouge pas beaucoup, il fait pas de... Voilà, c'est-à-dire son activité physique n'est pas répartie tout au long de la journée. Elle est plutôt voilà, centrée uniquement sur ces séances d'entraînement. Donc on peut très bien parler ici d'un sportif sédentaire. Et ce qui améliore vraiment la santé au sens large, santé cardiovasculaire, voilà, diminue tous les risques liés à l'obésité, etc. C'est certes l'activité physique pratiquée régulièrement, ça c'est sûr, mais encore mieux, le fait de désédentariser la personne. C'est encore mieux. C'est quelqu'un qui pratique un sport, euh, par exemple, admettons 2, 3 fois par semaine, et qui est sédentaire en dehors de ça, et quelqu'un qui ne pratique pas de sport, qui n'a pas de séance de sport ou d'activité physique dédiée à ça au cours de la semaine, mais qui n'est pas sédentaire, c'est-à-dire qui vit un mode de vie qui n'est pas sédentaire, qui est actif tout au long de la journée. Celui-là, le deuxième, celui qui est actif tout au long de la journée, qui ne fait pas de sport, d'accord, aura de toutes les façons, alors toute proportion gardée, moins de risques et moins de problèmes de santé que l'autre, qui est plutôt sédentaire à peu près toute la journée, sauf les jours ou les moments de la journée où il pratique son activité sportive. Cela ne minimise pas, bien entendu, de l'impact et de l'importance de l'activité physique. On est d'accord, du sport. Donc, les bilans du stress également, les bilans, voilà, il y a des, c'est dans le cours de l'anamnèse et puis il y a des questionnaires scorés qui sont très, très documentés, très détaillés et qui sont aussi assez courts pour pas prendre encore 5 heures pour évaluer tout ça. Donc, il y a des questionnaires scorés qui sont validés, publiés, etc. Sommeil, voilà. La qualité de l'alimentation aussi et la quantité. Et puis les explorations du microbiote, notamment les analyses métagénomiques du microbiote avec en parallèle donc les analyses urinaires aussi des métabolites urinaires qui peuvent être intéressantes.
OK. Donc, l'approche de prise en charge de l'obésité, ici, on ne va pas s'étaler trop sur tout. Je vous donne les grandes lignes parce que impossible de présenter ça sur une seule conférence, mais on va programmer d'autres conférences. On a d'autres conférences qu'on va, qu'on va présenter dans les prochaines semaines. Donc, vous recevrez un mailing comme d'habitude, là, vous invitant à participer à ces conférences. Ces conférences-là vont être complémentaires à celles-ci, d'accord, dans lesquelles on va plus s'étaler sur les solutions. D'accord? Donc là, on a défini réellement ce que c'est que l'obésité réellement, malgré que la conférence c'est obésité normopondérale, mais vous avez compris en fait euh, qu'il s'agit d'une vraie définition de l'obésité. Donc ici, je vous mets approche de prise en charge de l'obésité normopondérale, hein, ou pas, ça veut dire bon, obésité tout court, l'obésité classique avec un excès pondéral, c'est la même chose, puisque ce que je viens de faire ici, c'est de définir en fait le concept de l'obésité sur l'aune des troubles métaboliques qui sont sous-jacents à cet excès pondéral ou pas. Donc là, la première chose la plus importante, c'est la lutte contre la sédentarité. Comme je vous disais tout à l'heure, désédentariser les activités journalières. Désédentariser les activités journalières. Hein. Quelqu'un qui vit dans la campagne ou dans la montagne ou dans des endroits où il y a moins de commodité de la vie, lui est de fait hein, désédentarisé. De fait. Je ne dis pas que tout le monde est désédentarisé, mais il y a quand même plus de chances d'être moins sédentaire dans ces endroits-là que dans des villes où il y a toutes les commodités, etc. Donc, mais il ne s'agit pas de ça. Il ne s'agit pas d'aller au fin fond de la campagne ou pourquoi pas, c'est pour ceux qui sont déjà ou qui veulent, c'est OK. Mais il s'agit là de faire un effort conscient, d'accord, et de changer des habitudes. Donc, c'est juste de l'ingénierie des habitudes, de changer des habitudes petit à petit, progressivement. Ces choses-là prennent beaucoup de temps. Voilà. Et puis, il y a certaines choses qui ne pourront pas être changées de toutes les façons pour différentes contraintes, pour différentes problématiques liées à la vie, etc. Mais de toutes les façons, il faut aller dans ce sens, désédentariser au maximum les activités journalières, pratiquer une activité physique régulière. Ça compense le niveau de sédentarité. Hein. Ça compense. Euh, pour, euh, donc, pour dire que quelqu'un qui est complètement sédentaire et qui fait son sport tranquille, etc., bon, c'est clair qu'il est mieux de faire du sport quand on est sédentaire que de ne pas en faire, mais c'est pas suffisant. Donc, on peut moduler en fait la pratique sportive versus la désédentarisation des activités journalières et celui qui est moins sédentaire peut se permettre de faire un peu moins de sport. Celui qui est plus sédentaire doit faire plus de sport. Gérer le stress et le sommeil, bon, ça c'est aussi des choses qu'on va aborder également au cours du congrès prochain, la formation sur la diabésité. Rééquilibrer donc l'alimentation, pareil, ça c'est tout un chapitre et on pourra en parler très probablement sur la prochaine conférence, notamment le rôle notamment du jeûne intermittent, de la restriction calorique, quand est-ce qu'on jeûne pas, quelles sont les configurations idéales d'alimentation pour on dit encore, mais on disait perdre du poids, hein, mais à un moment donné, je pense, cette notion de perdre du poids n'aura plus aucun sens pour traiter tout simplement les troubles du spectre de l'obésité. Et donc, pour ceux qui ont un excès de poids, perdre du poids. Donc, traiter les déséquilibres hormonaux et des neurotransmetteurs, c'est tout l'objet du prochain congrès. Traiter l'inflammation, la résistance à l'insuline, à la leptine et rééquilibrage du microbiote aussi. On abordera, on a toute une partie aussi sur le microbiote au cours du prochain congrès. Donc là, c'est juste que j'ai listé ce que je vous disais tout à l'heure, les différentes hormones qui sont directement impliquées dans la régulation du poids. Et notamment, il y a des hormones ici qui sont catabolisantes, des hormones anabolisantes, comme par exemple l'insuline, la thyroïde. La thyroïde, c'est la T3.
les hormones sexuelles, le cortisol, hormone de croissance et hormone de l'appétit. Et dans ce cadre-là, donc l'approche en fait de la prochaine formation au cours du congrès là du 27-28 avril prochain, ça va s'articuler justement autour de la régulation hormonale. La régulation hormonale. Donc, je vois qu'il y a quelques questions, je vais les prendre juste après. Donc toujours pour finir par rapport à ce que je viens de vous expliquer, donc pour celles et ceux qui n'étaient pas là, donc on a la deuxième édition du Congrès international des sciences de la nutrition qui aura lieu à Casablanca les prochains 27 et 28 avril. C'est une formation certifiante hein, sur la diabésité, donc syndrome métabolique, mais surtout centré sur le diabète et l'obésité. Et donc, organisé donc par moi-même et deux collègues, donc Fatih Kher et Ptissem. Et puis, avec différents conférenciers, donc vous avez professeur Castronovo qui était déjà avec nous au cours de la dernière édition. Puis Thierry Hertog également, Stéphane Rézimand, Lucie Oued-Choco, voilà, professeur Al-Ansari qui est assez connu au Maroc aussi, endocrinologue. Serge Ballon-Perrin aussi, qui est également on va dire une référence au niveau des analyses biologiques et des analyses fonctionnelles. Voilà, Maria Jensikova aussi, qui est enseignante à l'Institut d'endobiogénie de physiologie intégrative en France, à La Rochelle. Et puis, on a aussi professeur Ben Khalifa, qui est également très connu au niveau international sur tout ce qui concerne les hormones et surtout les hormones sexuelles, la fertilité, avec d'autres conférenciers aussi, hein, Sabine Wranken également, qui est médecin fonctionnel, qui travaille également avec Thierry Hertog dans la clinique Hertog. Sonia Vigneux, qui est spécialisée diététicienne et coach sportif, qui est spécialisée dans la prise en charge des, donc de l'obésité voilà, et des pertes de poids difficiles. Gérard aussi Garofalo, qui est un excellent médecin aussi fonctionnel. Voilà, et puis on a aussi des débats qui vont être animés, donc comme on vous a habitué, donc la dernière édition, on avait fait des débats en fin de journée, des débats entre intervenants sur des thématiques précises. Voilà, et ça sera animé par Dr Wali et Dr Zahi et moi-même également. Donc là, vous avez un aperçu également du programme. Alors, je vous invite à vous inscrire pour ceux qui sont intéressés ou à demander des informations sur ce site, donc icns.ma, ICNS, hein, ICNS, International Congress of Nutritional Sciences, icns.ma. Là, vous trouverez toutes les infos sur le programme, sur les intervenants, sur tout. Et vous pouvez trouver aussi le moyen de vous inscrire directement. Alors, une chose très importante à préciser, l'événement est en hybride, c'est-à-dire vous, en tant que participant, vous pouvez participer sur place, en présentiel, ou vous pouvez aussi prendre l'option en ligne. Et donc, en ligne, vous avez accès aussi à tout l'événement. Vous posez des questions aussi, on vous répond. Donc, voilà. Donc, vous pouvez accéder en ligne à la totalité de l'événement ou en présentiel également. Voilà. Donc, vous avez le programme ici, je ne vais pas vous le présenter, vous l'avez de toute façon sur le site icns.ma. Vous pouvez regarder voilà, à votre aise. Vous avez aussi la possibilité de vous inscrire sur le site, soit en payant par carte, soit également en nous contactant directement. En tout cas, il y a un formulaire d'inscription pour ceux qui ne peuvent pas s'inscrire par carte. Là, je vais vous passer une petite vidéo pour vous expliquer comment naviguer sur le site et comment vous inscrire pour celles et ceux qui sont intéressés.
Voilà. Et donc, comme vous l'avez vu, on a une réduction jusqu'au 1er mars inclus. Donc, une réduction de 18% sur les tarifs officiels de la formation, de l'événement, qui est valable et disponible jusqu'au 1er mars inclus. Ouais, 1er mars à minuit, jusqu'au 1er mars à minuit. Donc, vous pouvez utiliser le code promo ICNS 2024. Donc, jusque-là, vous avez la promotion. Après, on va passer au tarif classique. Bon, merci donc pour votre attention. Je vais essayer de voir les questions, ce que je vois tout à l'heure, quelques questions passées. Euh, alors, donc là, j'ai une question. Mécanisme d'hyperperméabilité intestinale en relation avec l'obésité. Ben, il y a plusieurs mécanismes. Le mécanisme de base, il y a deux mécanismes, soit donc la consommation d'un certain nombre d'aliments de mauvaise qualité qui vont contenir des composants, des molécules qui peuvent ouvrir les jonctions serrées. Et typiquement ici, je pense au gluten, les gliadines, les fragments de gliadine qu'on obtient à partir de la dégradation du gluten, puisqu'on n'est pas équipé pour dégrader complètement le gluten. Donc là, le gluten va induire l'expression du gène qui code pour une molécule qu'on appelle la zonuline, qui est la clé pour ouvrir les jonctions serrées. Donc ça augmente la perméabilité intestinale. Ça peut être aussi le lait de vache avec la caséine alpha S1, qui est une grosse molécule qu'on est censé aussi pouvoir dégrader, mais euh, la plupart du temps, on n'a pas suffisamment d'enzymes, ou alors la personne qui mange ou qui consomme beaucoup de lait de vache, bah, elle peut avoir des fragments aussi issus de la caséine qui peuvent faire la même chose, qui peuvent également servir à ouvrir les jonctions serrées. Ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la destruction de la muqueuse intestinale, tout simplement, la destruction des jonctions serrées. Les jonctions serrées, c'est un ensemble de protéines qu'il y a entre les entérocytes qui tapissent la muqueuse de l'intestin. Donc, ce sont les deux mécanismes métaboliques. Après, les causes, il y en a plein. Il y a des médicaments qui peuvent augmenter la perméabilité intestinale. Il y a aussi les bactéries du microbiote qui, lorsqu'elles sont déséquilibrées, certaines bactéries comme Escherichia coli, Clostridium ou autres, peuvent produire aussi des molécules qui peuvent ouvrir les jonctions serrées, ou des toxines qui peuvent attaquer la muqueuse intestinale et la détruire en partie. Donc, ça, c'est des mécanismes classiques. Euh, voilà. Sinon, alors, voilà, oui, le code promo, donc ICNS 2024, donc jusqu'au 1er mars inclus. Euh, ok. Donc, rôle des oméga 7. Ben, bon, les oméga 7, c'est intéressant, ça a un rôle anti-inflammatoire. Ça a un rôle aussi un peu de régulation également sur le microbiote. Ça a différents autres rôles aussi. Mais on va dire que selon ce que je vous ai expliqué ici, il ne faut pas se concentrer sur une seule solution ou une seule chose, parce que ça, en général, sur ce type de problématique complexe, ça ne fonctionnera pas. Il faut prendre en charge un ensemble de choses. Donc ça, on l'abordera sur d'autres conférences qui vont avoir lieu. On aura au moins 2 conférences sur les prochaines semaines, donc restez connectés et surveillez vos mails. Et donc vous recevrez tout ce qu'il faut pour accéder aux conférences qui sont complémentaires à celle-ci. Leptine, ghrelin, zonuline sont disponibles en routine. Oui, alors c'est des analyses. Alors la leptine est plus disponible que la gréline et la zonuline, bien que c'est disponible chez des laboratoires d'analyse fonctionnelle ou d'analyse biologique fonctionnelle. Donc la plupart des laboratoires ont des labos avec lesquels ils ont des conventions et ils envoient vers ces labos pour faire l'analyse. Mais ça s'analyse. Donc la zonuline, d'ailleurs, on l'analyse dans le sang et on l'analyse aussi dans les matières fécales. Ça fait partie aussi du bilan coprologique. La leptine et la ghrelin s'analysent aussi au niveau sanguin. Est-ce que le jeûne intermittent pourrait réduire la graisse abdominale? Ça dépend de... Voilà, la réponse courte, c'est ça dépend. Il faut voir comment on le pratique,
quelle est la capacité de la personne à tenir un jeûne intermittent et à s'adapter, à bien s'adapter, à produire de bonnes adaptations pour diminuer la graisse abdominale. Mais globalement, théoriquement, ça devrait le faire. Mais parfois, il y a des personnes qui tolèrent moins le jeûne intermittent. Et quand on dit jeûne intermittent aussi, il y a différentes configurations du jeûne intermittent. Voilà, il y a plusieurs repas, un repas, deux repas. Et puis, il y a la durée également. Et puis, il y a la fréquence. Il y a tout un tas de choses qui sont en rapport avec la tolérance de la personne en elle-même. Et donc, il ne faut pas que le jeûne intermittent devienne source de production ou d'émergence de comportements, de troubles de comportement alimentaire aussi. Ça, il faut bien équilibrer. Présentiel, donc oui, hybride et en ligne. Ouais, hybride, présentiel et en ligne. OK, donc ça, comme vous voulez. Donc, vous avez sur le site icns.ma toutes les informations de toute l'offre et vous pouvez vous inscrire comme vous voulez. Et donc, même donc il y a pour les Marocains, vous pouvez vous inscrire à travers un lien aussi également en ligne ou, ou par d'autres moyens de paiement. Et pour les non-marocains, hors Maroc, donc européens ou d'autres pays, vous pouvez payer aussi en ligne en euros. Si vous avez des difficultés au niveau du paiement, vous pouvez nous contacter. On va voir comment on gère tout ça. Présentation, OK. Merci à vous aussi pour votre attention. Rapport tour de taille, tour de hanche. Il y a plusieurs valeurs en fait. Ça dépend. Il y en a qui considèrent que le rapport tour de taille, tour de hanche, ça dépend des études, mais que quand on est au-delà de 0,5, on peut considérer qu'on est en obésité. Alors, il y a d'autres limites. Alors, on parle bien d'obésité ici, hein, obésité. Voilà, c'est pas surpoids ou vraiment obésité, y compris si la personne n'est pas en excès pondéral, selon les critères de l'IMC. Mais on utilise aussi la norme de 0,8, 0,82, mais ça dépend du sexe également. Et cette norme-là, elle est plutôt une norme de base, quoi, pour dire que la personne n'a pas beaucoup de graisse abdominale. Mais ça change, hein, c'est pas comme les critères de l'IMC où c'est vraiment bien fixe. Là, en fonction des études et aussi des sujets abordés dans les études et également des groupes ethniques aussi inclus dans les études, ça peut changer un petit peu. Utilisation de microbiote en continu aura pas d'effet secondaire chez l'obésité. Microbiote, vous voulez dire ici les probiotiques. Les probiotiques, c'est normal. Les probiotiques, comme n'importe quel complément alimentaire, ça s'utilise pas en continu, tout le temps, sans arrêt, pour n'importe quoi et sans aucune indication. Les compléments alimentaires, c'est comme des médicaments aussi. Ils ont leurs indications, ils ont leurs contre-indications, ils ont leurs précautions d'usage, ils ont un effet dose-réponse qu'il faut respecter. Donc, on ne donne pas juste des probiotiques comme ça. C'est pas. Donc, oui, bon, si on prend. Et ça dépend du type de probiotique. Il y a des probiotiques qui font prendre du poids, il y a des probiotiques qui font perdre du poids. Il y a des probiotiques qui font rien. OK. Oui, la conférence est disponible en replay. Donc, à partir de demain, vous allez recevoir le replay, un mail, donc avec le replay. Obésité et l'ulcère gastro-intestinal. Ouais, il y a un lien, il y a plusieurs liens sur donc tout ce qui est ulcère. Alors, ulcère gastro-duodénal. Oui, il y a un lien, mais il y a déjà avant cela un lien avec l'hypochloridrie, puisque la base en fait de métabolique de l'ulcère, il y a des troubles génétiques aussi, des perturbations du microbiote également, mais c'est surtout le manque d'acide chlorhydrique et donc le manque de sucre gastrique et donc la dégradation de la muqueuse gastrique.
Et ça, c'est commun avec l'intestin aussi. Dégradation de la muqueuse intestinale qui diminue le suc intestinal, qui diminue la dégradation ou la digestion, ce qui augmente aussi les résidus alimentaires, ce qui augmente la prolifération d'un certain nombre de bactéries de mauvaise qualité, entre autres. Et puis, bien sûr, vient se rajouter à cela l'inflammation, le terrain inflammatoire chez l'obèse, comme je vous disais, qu'il soit en excès pondéral ou pas, avec la résistance à l'insuline, avec tous les autres troubles qui vont de toutes les façons aggraver toutes ces problématiques-là de manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac, donc de manque de digestion et donc potentiellement aussi d'ulcère gastrique, de cancer gastrique et d'infection à H. pylori, de gastrite à H. pylori. OK. Oui, donc j'ai bien répondu. Vous recevrez demain le replay. Surpoids au niveau de l'abdomen et l'ulcère gastrique. J'ai répondu. OK. Alors, voilà. Y a pas de, c'est-à-dire, je ne vais pas vous donner ici un probiotique. Vous parlez ici peut-être de bactéries, de souches bactériennes. Il y a un certain type de lactobacillus qui peuvent augmenter le poids ou de bifidobacterium, et il y a d'autres lactobacillus qui peuvent diminuer le poids aussi. Euh, ok, merci. Prise de probiotiques chez l'obèse. Il y a pas un moment idéal précisément. Il y a, oui, classiquement, pas spécifiquement pour l'obèse. Classiquement, c'est euh, euh, hors repas déjà. Ça, c'est ce qu'il faut avoir. Après, il y a des considérations aussi de tolérance des probiotiques et s'il n'y a pas des troubles du microbiote qui sont plus profonds, auquel cas ça pourrait être considéré comme une contre-indication, comme les SIBO par exemple, ou voilà, ce genre de problématiques-là, ou les SIBO, les IMO, où là il faut éviter de donner des probiotiques sauf des souches bien précises qui peuvent aider. Euh, Voilà, donc je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Je suis vraiment désolé pour c'est des réponses rapides et courtes, parce qu'on est sur une conférence, on n'a pas beaucoup de temps. Voilà, donc je vous rappelle encore une fois, hein, le 27 et le 28 avril, Congrès international des sciences de la nutrition, qui est en fait un congrès formation certifiante, donc formation certifiante autour de la prise en charge intégrative de la diabésité sur Casablanca. Vous pouvez vous inscrire en ligne ou en présentiel et vous avez jusqu'au 1er mars inclus donc le code promo ICNS 2024 que vous pourrez utiliser. Euh, voilà, et vous aurez une réduction autour de 18% sur les prix officiels de l'événement. Voilà, merci beaucoup. Je vous dis donc à bientôt donc pour la prochaine conférence. Donc restez connectés et merci donc d'avoir été